Bien, bonjour. Merci au président national, M. Witt, et au président de cette belle région, M. Hernandez, de cet accueil. Alors effectivement, je vais parler à deux voix et incarner l'assureur, ce qui évidemment est une position qui dépasse très largement mes qualités initiales. Du coup, comme je devais traiter les deux sujets, du coup, je les ai confondus. Comme ça, je ne parlerai que d'une voix. Je suis assez schizo comme ça. Alors, on va parler du coup, et c'est un peu l'idée que je me suis donnée, de voir un peu quelle est la conséquence de tout ce qu'on s'est dit en termes de risque, de responsabilité, de couverture assurantielle, parce qu'on l'a bien compris, si l'urgence est admise et si elle est presque un impératif nécessaire, peut-être pas vraiment pour nous, mais techniquement pour nos enfants, c'est acquis, il va falloir quand même que tout ça se mette en musique et qu'on passe du rêve à une situation concrète. Et pour qu'elle soit concrète, il faut mesurer quels sont les impacts juridiques et la couverture assurantielle qui pourrait exister. Parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat. S'il n'y a pas de couverture assurantielle, il n'y a pas de projet, en fait. Voilà, c'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est comme ça. Parce qu'aucun acteur, même le plus gros, n'est capable de prendre sur lui des impacts colossaux que peuvent constituer les dommages de responsabilité des constructions. On va prendre quelques exemples, des chiffrages. Sinistre au port de Brest l'année dernière en phase de construction, nouveau polder, 76 millions d'euros de reprise. Bon, qui peut les payer Dommages récents sur un programme HLM en bordure de Paris, porte de la Chapelle, problème de structure. Une banale histoire de note de calcul avec un chiffre qui fait la croix, personne ne le voit. 17 millions de reprises de structure en cours de chantier. Aucun acteur n'est capable de payer ces coûts-là. Pas même les gros, parce qu'en fait, les gros comme les petits ont un taux de rentabilité mineur. On rappelle que si L'Oréal fait 600% sur son retail et si Elon Musk vend de la daube avec des marges opérationnelles de 10 000%, la construction peine à faire des taux de marge de 1%. Donc comprendre, il n'y a pas de marge opérationnelle, et s'il n'y a pas de marge opérationnelle, si un aléa survient, alors les acteurs du secteur, toutes branches confondues, ne sont pas en capacité de l'assumer. Donc comprendre, et là je parle au nom de l'assureur, qu'on ne peut pas penser la construction moderne sans la couverture du projet considéré. Alors de loin en loin, j'évoquerai un sujet qui est connexe, et c'est là-dessus que je vais commencer, avec le sujet qui nous occupe, c'est le projet de restauration de Notre-Dame. On va dire, qu'est-ce que Notre-Dame vient faire là? Alors, moi, je suis Notre-Dame de près, et en fait, c'est amusant parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a décidé de refaire la cathédrale à l'identique, et donc de refaire une charpente à l'identique, et de refaire une toiture à l'identique. Et le constat qui se pose, c'est qu'on n'en a pas construit depuis 1918. Donc, on n'a aucun savoir technique, on n'a plus les ressources pour savoir comment on faisait. Deux, comme on utilise des matériaux vivants, en l'occurrence du bois, et qu'on n'a pas abattu par avance les chaînes bicentenaires pour pouvoir faire les pièces majeures de la flèche, du coup, on va faire comme faisaient les anciens, on va poser en bois vert. Et donc, poser en bois vert, pas besoin d'expliquer ça à des experts, ça génère immédiatement une sorte de stress pré-traumatique. On dit, c'est super, mais ça ne va pas passer aux Eurocodes. Alors, je vous confirme, passer la cathédrale aux Eurocodes et la pose d'une charpente en bois vert, ça ne va pas être possible. Et du coup, il n'y a pas de contrôle technique sur la cathédrale. Et c'est très bien, parce que de toute façon, on ne peut pas justifier par le calcul des choses qui ont été très bien pensées et qui sont très stables, puisque même un incendie ne les a pas fait vraiment bouger véritablement. C'est un peu le même paradigme que le sujet qui nous occupe ici. Et donc, c'est à travers cette espèce de logique que je vais dégager des axes de réflexion. Alors, au début, j'avais deux parties, et puis finalement, à avoir écouté tout le monde, j'en ferai trois, ce qui du coup me fait déroger à la sacro-sainte dualité du plan du juriste. Alors, on va d'abord parler un peu de responsabilité. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas parler de réparation plus que de responsabilité sur le sujet qui nous occupe? Alors, il y a deux grandes logiques qui nervent très largement ce qui a été développé à propos,
on va dire, de la réglementation thermique devenue réglementation environnementale par le truchement de la RE 2020. Et on voit bien que c'est quand même un truc assez enfantin, puisque ARE, c'est quand même ce que peuvent faire les enfants très rapidement. Merci. Allez, oser. Et c'est toujours les choses les plus simples qui sont finalement les plus compliquées à percevoir. Alors, dans la RE 2020, il y a quelque chose de très simple, c'est comme la RT, mais plus lourd. Voilà. Bon, alors plus lourd, voilà, plus ambitieux, enfin vous pouvez mettre le vocabulaire que vous voulez, mais finalement le paradigme n'est pas du tout modifié, c'est toujours le même, juste on appuie plus fort sur l'accélérateur, on espère compenser notre incapacité à bouger. Alors du coup, les réponses qui ont été faites à propos de la RT sont tout à fait renouvelables à propos de la RE, s'agissant de la question de la performance énergétique. Alors il a été évoqué ce sujet-là très largement par le président de la Cour d'appel de Toulouse, et donc je ne vais pas insister des détails, mais on a un texte de loi. Alors là, je vais me mettre en faux, je ne crois pas du tout que son interprétation, c'est de dire qu'il est trop restrictif et beaucoup plus restrictif que ce que disait la Cour de cassation. C'est juste que ce texte applique les règles du droit de la construction. Et du coup, ça rejoint ce que disait Monsieur le Président. En réalité, le sujet de la RT est moins tant un sujet de désordre, le plus souvent, qu'un sujet de non-conformité. Voilà. Autrement dit, on ne va pas parvenir, par le truchement d'une réalisation qui est pourtant absente de toute pathologie, à l'objectif qu'on s'était fixé. Autrement dit, soit l'objectif réglementaire, bien évidemment. Là, on a des contraintes réglementaires de plus en plus objectivantes. On peut dire, bah oui, ça c'est non. Soit encore, et ça c'est plutôt le passé, mais finalement les sujets se rejoignent, des promesses contractuelles faites. Alors je rappelle ici que vous devez quand même distinguer les contrats à l'intérieur desquels ces promesses ont été faites, et que la plupart du temps, c'est surtout sur les contrats subsidiaires de vente, notamment, que figurent ces contraintes, alors que vous appréciez le plus souvent la responsabilité des constructeurs, et donc les marchés que vous devez considérer, et non pas les ventes. Sauf clause de transparence, l'un ne va pas dans l'autre, et l'autre ne va pas dans l'un. Alors s'il y a un trou entre les deux, qui l'assume? Celui qui a mal stipulé son marché de travaux, c'est-à-dire le promoteur. La Cour de cassation l'a déjà dit à maintes reprises. Donc ici, on a quoi? Finalement, la plupart du temps, ce n'est pas un désordre, et comme ce n'est pas un désordre, ce n'est pas un dommage au sens de 1792, et comme ce n'est pas un dommage au sens de 1792, ça ne rentre pas dans la responsabilité des constructeurs, en fait. Et c'est normal, parce qu'en fait, il n'y a pas de vice de construction au sens strict du terme. Il y a un dommage d'une autre nature. C'est tout l'enjeu, c'est comment on couvre le dommage de cette nature. Alors on pourrait dire, c'est pas grand-chose ce dommage. Ah, c'est pas grand-chose, de moins en moins vrai. On l'a vu très bien avec les deux propos. Vous avez deux éminents présidents des deux ordres de juridiction qui vous ont très bien fait comprendre une chose vitale, c'est que de cette réglementation, il découle l'émergence d'un intérêt social prégnant qui dépasse de très largement les intérêts personnels des parties. Et du coup, c'est bien ce sujet qui télescope notre questionnement. Alors évidemment, vous, en tant qu'expert, vous allez devoir répondre aux questions qu'on vous pose. Et répondre aux questions qu'on vous pose, c'est donc déterminer si oui ou non il y a un désordre. La plupart du temps, en fait, la réponse sera non, c'est juste mal fait ou juste incohérent. Enfin, on ne parvient pas au résultat. Et ça a été dit hier, il y avait un projet, ils ne savent pas trop même pourquoi, mais en fait, on ne parvenait pas au résultat. Est-ce qu'il y avait un problème intrinsèque dans l'ouvrage? Non, il n'y avait pas de problème intrinsèque dans l'ouvrage. Il y avait donc un dommage, on ne parvenait pas à un résultat, mais il n'y avait pas de désordre. C'est donc autre chose. Par ailleurs, et le texte en question, L123.2, insiste sur un critère qui est fondamental. L'appréciation du résultat est quand même intrinsèquement liée au comportement des utilisateurs et des mainteneurs. Et c'est là qu'on a un sujet qui rejoint notre second thème. Et ce thème-là est premier, parce qu'il est un changement de paradigme profond dans la réglementation, c'est l'émergence d'une contrainte carbone. Pourquoi ça change profondément la donne? Parce qu'on abandonne la logique que la construction doit être perçue dans une dimension qui s'apprécie au jour de la réception et qui prend un terme au délai de 10 ans à compter de la réception, qui est le paradigme initial de la responsabilité des constructeurs. Ce n'est pas ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a voulu croire de ce qu'était l'impératif d'une construction. C'est parce qu'on a trop voulu réduire la question de l'immeuble à la responsabilité des constructeurs, c'est-à-dire à la garantie des vices
cachés. Et ce que nous dit la RE 2020 en premier lieu, c'est bien qu'il va falloir considérer ça différemment. Différemment, ça c'est dans l'acte de construire, évidemment. Parce que si on intègre dans l'acte de construire les éléments qui déterminent le bilan carbone par anticipation, c'est le sujet qu'on avait eu, qu'on a traité, hein, bon, les analyses de cycle de fin de vie, les fiches produits dont on fait l'observation aujourd'hui qu'elles sont quasiment inexistantes à l'aune des produits qu'on utilise véritablement sur les chantiers. Autrement dit, si on doit calculer un bilan carbone aujourd'hui, on est bien incapable de le faire pour de vrai. Il faut quand même appeler un chat un chat. Donc il y a un boulot phénoménal à faire avant de parvenir à la capacité qui est d'anticiper avant la mise en œuvre quel serait le bilan carbone de construction. Et bien évidemment, le bilan carbone ne s'appréciera pas seulement à l'aune de sa construction. Il s'appréciera aussi à l'aune de sa déconstruction. Et là, peut-être, quelque chose de nouveau émerge. Dans la logique de la réparation, et s'il faut donc considérer à la fois celui qui fait, celui qui vit et celui qui modifie, parce qu'évidemment, ça pose des questions d'imputabilité beaucoup plus complexes que simplement dire c'est le constructeur d'origine. Et la loi, finalement, quand elle dit dans l'article 123.2 qu'on doit s'intéresser toute utilisation considérée comme jugée appropriée, c'est bien qu'on doit considérer l'ensemble des facteurs permettant de savoir pourquoi on ne parvient pas à un résultat. Donc comprenez, il va falloir s'intéresser à ces questions. Et à l'intérieur de ces questions, et je rejoins le propos de mon confrère qui m'a précédé, évidemment, les rôles de chacun sont redistribués, nécessairement. Alors, pourquoi ça change la réparation, l'arrivée du bilan carbone? Parce qu'en réalité, on ne peut plus simplement décider de démolir au motif que ce n'est pas conforme. On ne peut pas démolir au motif que cela contrevient à la notice qui figure pourtant dans le contrat de CCMI. Et pourquoi on ne peut pas? Parce qu'il convient d'appliquer un contrôle de proportionnalité. La proportionnalité, c'est quoi? Ce n'est pas un principe qui défie la réparation intégrale. C'est un principe concurrent dans lequel on vient dire, et ce principe est évidemment consacré par l'Europe, évidemment consacré par la réforme du Code civil de 2016, pas hier, hein, évidemment consacré par la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis un arrêt majuscule du 15 octobre 2015, en matière de CCMI. Que nous dit la Cour de cassation? Qu'il convient d'apprécier l'intérêt pour le créancier et le coût pour le débiteur. Et l'ARE 2020 modifie ce rapport en intégrant une troisième donnée, nécessairement, c'est la considération du coût pour la planète. Parce que démolir une maison qui est quasiment parfaite et qu'on peut réparer pour 30 000 balles, alors qu'elle en vaut 300, alors que son coût de production est exorbitant dans le calcul carbone, c'est juste défier la réglementation impérative qui supplante les intérêts particuliers. On vous a cité des arrêts en matière environnementale, mais comprenez qu'on peut tout aussi bien les traduire en matière de construction, et il est acquis que la jurisprudence ira dans cette direction. Et on voit que c'est complexe, pourquoi? Parce que c'est tout et rien, et presque contradictoirement, qu'il faut apprécier du coup ce qu'est la réparation. La réparation, la responsabilité, c'est le bon sens en action. Et ce que nous rappelle la RE 2020, c'est bien cette règle-là. C'est qu'au-delà des intérêts particuliers, au-delà de la considération de savoir si oui ou non tu as véritablement acheté une prestation, je me permets quand même ici de rappeler que le maître d'ouvrage n'achète pas un CCTP, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, puisque ce sont des marchés à forfait. Le maître d'ouvrage achète un programme. Et dans le programme, il n'est pas écrit que c'est du béton chanvré ou des micropieux, hein. Il est écrit qu'il y aura une maison d'habitation qui sera conforme à sa destination, c'est-à-dire solide et pérenne. Ce n'est pas le même sujet, quand même. Donc comprendre quand la Cour de cassation, égarée, mais il y a quelques années, elle ne ferait pas pareil, ordonne la démolition, reconstruction d'un CCMI au motif que ce n'était pas le même matériau prévu en matière de gros œuvre que celui qui a été
en fait mis en œuvre, ce n'est plus possible à l'aune des textes qui nous gouvernent désormais. Ce n'est plus admissible. Et ça va être le travail des experts. Évidemment, le juge choisira. Mais si l'expert, dans sa perspective personnelle, se focalise sur une modalité réparatoire, il manque la cible. Parce que ce n'est pas lui qui décidera, en fait, ce contrôle de proportionnalité. C'est le juge dont c'est la mission première. Et donc, comprenez, dans le rapport, il va bien falloir déterminer, alors, si je ne démolis pas, qu'est-ce que je vais faire comme travaux? Est-ce que je peux faire des travaux réparatoires, permettre d'arriver à une performance utile? Est-ce que je peux compenser l'inefficience, par exemple la surconsommation, qui peut-être va être acquise sur ce bâtiment? Et sur quelle période? Est-ce que je fais sur 10 ans? Est-ce que du coup je considère la durée de vie du carbone et de la vie d'un bâtiment 50? Est-ce que je regarde la durée de mutabilité habituellement constatée sur un immeuble? J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, tout est à faire, tout est à inventer. Mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on doit renouveler la question qu'on se pose. Et je répondrai du coup partiellement à la question. Du coup, est-ce que véritablement je vais devoir tenir compte de la réglementation d'aujourd'hui? Alors même que ça se trouve, en décidant ça, je vais constater que je ne peux pas réparer l'immeuble, ce qui sera le cas dans la majorité des hypothèses, en fait. Que du coup, il faudrait que je le démolisse, et du coup, vous avez un conflit de loi à travers le même principe. Est-ce que je dois démolir au prix d'une atteinte à l'environnement pour pouvoir préserver les enjeux environnementaux? Évidemment, la contradiction intrinsèque, ce n'est pas moi qui la trancherai. Moi, je ne fais que commenter. Et finalement, cette position est assez favorable. J'avoue que commenter et plaider est plus confortable quand on a un débat de cette nature, mais vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas de réponse évidente. Voilà. C'est seul le bon sens, c'est-à-dire l'équilibre nécessaire entre les parties, les textes et l'intérêt dominant de la nature. Voilà. Gaïa doit nous éclairer. C'est ça la logique du principe de responsabilité. Donc, bon, on va dire à ce stade-là, ma première partie étant posée, ça change les choses quand même un peu. Et ça va devoir s'adapter, parce que ce qu'on a dit par le passé n'est plus si certain que ça. Alors évidemment, je crée ma deuxième partie. Alors Gaïa étant désormais séparée d'Uranos, ils vont pouvoir créer un espace intérieur, et cet espace intérieur va pouvoir nous permettre de réfléchir à, du coup, est-ce que ça perturbe les rôles de chacun, cette évolution? Et la réponse, là je rejoins mon confrère, est évidente. Bien sûr que ça modifie sensiblement les rôles. Alors, je laisse de côté, même si c'est une évidence, comme on réfléchit sur 50 ans, bah bien évidemment, ça concerne les utilisateurs, hein, les mainteneurs, donc les vendeurs qui doivent expliquer, les vendeurs de matériaux, les vendeurs d'équipements, enfin, toute la chaîne de ceux qui devraient expliquer ce qu'ils font. Alors, moi, j'ai acheté en début d'année un appartement, très joli, dans le Marais. Il y a une super chaudière de ouf, de dingue, qui coûte une blinde, que j'ai donc acquise avec mon bien. Infoutu de savoir comment ça fonctionne. Pas de mode d'emploi. Si, une notice de 3 pages, 4. Globalement, on me dit, si tu règles ta montre, ça va marcher. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout satisfactoire sur le plan des enjeux qui nous gouvernent. Alors, les remarques que je vais faire, elles sont de deux ordres. À l'intérieur de la sphère de construction, et je vois qu'il y a une énorme faute d'orthographe sur mon prénom, ce qui du coup m'horripile un peu. Surtout en police 46, voilà, c'est quand même... il y a 2 écritures à Cyril, et moi c'est 2 LE. Ouais, regardez ici, ne regardez pas les écrans, de toute façon là-bas c'est le mythe de la caverne, ce ne sont que des ombres. Moi je regarde dehors, hein, donc je vous dis ça va bien se passer. Première remarque, c'est... Quelque chose s'est éclairé très clairement dans ce qui a été dit hier et aujourd'hui, c'est le renouvellement de la notion de conception. Et je vais faire une remarque là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui m'agace profondément. En fait, il n'y a pas que les architectes qui conçoivent. En fait, voilà. Tout le monde conçoit. Les fabricants conçoivent. Les entreprises font des packs. Et une PAC, c'est de la conception. Évidemment, les architectes et les bureaux d'études conçoivent aussi. Autrement dit, l'acte de construire, ce n'est pas la conception versus la réalisation, c'est un processus permanent de conception, c'est le concept 1, et 2, le concept progressif d'affinage des échelles de conception, c'est le concept 2. Or, on comprend bien que ce dont on est en train de parler
pervertit à la fois l'axe de temps en le compressant vers l'avant. Il va falloir faire quasiment de la présynthèse avant même d'avoir pensé l'ouvrage. Et donc, on a un problème stratosphérique, c'est que ça ne marche pas comme ça. L'objet construit détermine le matériau, pas l'inverse. Et donc, comprenez qu'on a ici un achoppement absolument irréversible sur le plan conceptuel. Il va bien falloir qu'on remette ça dans l'ordre, parce que sinon, on fera des cages à lapins. Et je veux dire, on a tous fait une expertise dans un immeuble très moderne qui respecte parfaitement les normes phoniques, dans lesquelles les mecs ils disent « je flippe ». J'entends ma femme respirer. Ben oui, c'est vrai. Si tu enlèves le bruit du monde, il reste ton propre bruit, et c'est très effrayant que d'être confronté avec soi-même. Donc on comprend, ce n'est pas la bonne solution, mais c'est bien la résultante de cette réglementation qui, une nouvelle fois, est parfaitement mathématique, mais complètement extérieure au concept de production architecturale du bâtiment. Parce qu'on peut parvenir au même résultat, et on l'a vu très clairement, en faisant d'autres choses. J'ai une maison en pisé, je vous garantis qu'on n'a jamais chaud dedans. Jamais. Mais il y a 60 cm de terre entre moi et l'extérieur. Si vous fermez les volets, globalement, l'hiver, sans chauffer, il fait 8. Même quand il gèle dehors. 8. Vous vous rendez compte? Faites le même exercice avec un immeuble en béton. Hein. Une promotion moderne, vous allez vite voir l'exercice. Hein. Il n'y aura quasiment pas de différence entre dehors et chez vous. Donc, évidemment, une des réponses est bien là. Il faut revenir à l'épure. Et l'épure, ce ne sont pas les fiches des fabricants. C'est revenir aux fonctions initiales de la construction. Et moi, je pense que c'est une des réponses et elle doit être portée. C'est pour ça qu'on va parler du deuxième sujet. Après, c'est comment on assure ce genre de problème. Deuxième observation, est apparu un nouvel acteur, c'est le fabricant. Et oui, parce que quelque chose est en train de changer dans le paradigme. On a eu ce matin un bétonneux qui est venu nous expliquer comment il faisait du super béton qui était vachement bien. C'est Mex. Moi, je suis d'accord. Mais sait-il qu'il est devenu sous-traitant ou constructeur? Parce qu'à l'évidence, quand vous êtes saisi, non pas d'un projet abstrait, mais d'un projet concret, quand un cahier des charges est posé, quand vous concevez une formule qui est donc adaptée au chantier considéré, quand, et ça a été dit, il vient sur le chantier pour dire comment on va mettre en œuvre. Mais on sait déjà ce que ça va produire, parce que la Cour de cassation a rendu un arrêt il y a quelques années à propos de Lafarge. Bon, c'était pas Cemex, mais Lafarge étant passé hier, c'était presque pareil. Et on a dit qu'il était maître d'œuvre, parce que c'était le maître d'ouvrage qui avait acheté le béton directement. Alors si cette commande était faite par l'entreprise, il ne serait plus maître d'œuvre, il serait sous-traitant. Et dans les deux cas, vous comprenez que la sphère des constructeurs vient de s'étoffer d'un nouvel acteur alors qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas les polices. Il a les polices de fabricants. Ça va être drôle. On va beaucoup rigoler. Alors évidemment, la réforme des contrats spéciaux qui manifestement n'a consulté personne, qui faisait vraiment de la construction, a décidé d'enlever les éperses. Mais comprenez la blague atomique. C'est au moment où le sujet devient le plus prégnant entre construction et fabricant qu'on décide de supprimer une notion qu'on estime inutile parce que trop complexe. Alors j'ai envie de dire que ça c'est la modernité. On pense que la simplification est la seule voie au salut. J'ai envie de vous dire, si c'est ça, le pari des 2 degrés est déjà perdu. Parce que ça ne va pas être facile. Il va falloir réfléchir à ce qu'on fait des fabricants. Voilà. Et ça fait partie du jeu. Voilà. Ça fait partie du jeu. Comment viennent-ils dans la sphère des constructeurs? Comment participent-ils à cette élaboration? Et donc je reviens à mon sujet global. On parle bien ici d'une conception transversale. Ce n'est pas retiré à l'architecte de dire ça. L'architecte a sa conception, comme un bureau d'études a sa conception, comme l'entreprise a sa part de conception, comme le fabricant a sa part de conception. Autrement dit, l'acte de construire est bien un partage de la conception ordonné vers un but commun, l'ouvrage immobilier, qui lui est un et unique. Et cet ouvrage est doté désormais d'une deuxième sphère qui dépasse celle de protection des utilisateurs d'ouvrages voulue par la loi de 1978. Elle est désormais aussi protectrice de la planète. Un rapport
osmotique intérieur-extérieur. Alors voilà ce qu'on peut dire en matière de responsabilité. Et évidemment, l'atelier est ouvert, parce que tout ce que je dis, c'est le sentiment que j'ai à l'aune de ce qu'on connaît, car il n'y a qu'une vérité, c'est l'histoire qui nous apprend la réponse de demain. Là-dessus, je ferai ma frontière, parce que ça s'y prête. Mais bien évidemment, il faut, pour que la conception soit utile, qu'elle regarde ce qu'on a fait dans le passé. Alors là-dessus, je vais insister très violemment. Construire bien, c'est définir un programme utile. Et moi, je suis choqué, dans un très grand nombre de dossiers que je fréquente, de constater qu'il n'y a aucun programme. J'ai porté des affaires où j'intervenais en cours de jeu, c'est-à-dire après dépôt du rapport, où, après avoir lu toutes les pièces, je n'arrivais pas à savoir s'il y avait un ou plusieurs bâtiments. Enfin, vous vous rendez compte quand même. C'est-à-dire que le programme est si mal défini qu'on ne sait même pas ce que veut le maître d'ouvrage, en fait. Et donc, on comprend que c'est là un des enjeux essentiels. L'enjeu essentiel, c'est le phasage précontractuel à une opération de construction que constitue, 1, le diagnostic, et 2, la définition programmatique. Or, on fait aujourd'hui des choses inouïes, consistant à dire qu'on peut faire une construction sans s'être posé la question de ce qui existe et de ce que je veux faire. Comprenez ? Ce qui existe, c'est les matériaux de la planète, c'est le sable, c'est le sol, c'est l'ouvrage préexistant. Pourquoi démolir alors que le gros œuvre est parfaitement pérenne et réutilisable? Pourquoi ? Comprenez ? C'est bien la question que nous pose la RE 2020, en fait, avec un bilan carbone. Et donc, forcément construire, c'est se poser plus de questions sur la phase de l'avant. L'avant, c'est le sol, l'avant, c'est l'air, l'avant, c'est le sable, l'avant, c'est l'édification qui vous a précédé. Et cette étude de diagnostic, qui est dans l'ADN des MH, devrait désormais être dans l'ADN de tout concepteur d'ouvrage. Mais en fait, concepteur, c'est bien du maître d'ouvrage dont il est question. Et aujourd'hui, c'est bien lui qui doit reprendre la main sur son opération immobilière. Alors évidemment, vous comprenez que ce propos va heurter très sensiblement ceux qui construisent pour ne vendre. Parce que eux, globalement, n'ont pas de velléité propre sur les ouvrages qu'ils édifient. Et c'est pour ça que ces lois sont si importantes, parce qu'ils ne comprendront que l'odeur de l'ordre public. C'est décisif ce qui a été fait dans la RE 2020. C'est compliqué, mais c'est décisif en matière d'équilibrage des rôles de chacun. Donc voilà, pour ce temps 2, rajouter, parce qu'il me semblait finalement nécessaire de faire un petit focus sur cette question. Alors, j'arrive un peu dans mon habit de lumière d'assureur. Je suis un peu Michel Klein. Je suis un peu tous ceux que je fréquente, parce que j'ai la chance de fréquenter à peu près tous les assureurs, et aussi la nouvelle dénomination de la fédération qui s'appelle France Assureur. Je n'ai toujours pas compris ce nom, mais je m'y fais, alors je le répète comme ça régulièrement. France Assureur, c'est un peu comme un câlin, parce que Fédé, ça fait un peu le truc, un peu, voilà, peut-être un peu bolchevique, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que désormais, c'est France Câlin qui va vous parler. Alors, ne répétez surtout pas ce que je viens de dire, parce que je connais les gens de France Câlin, et ils vont trouver que j'ai été un peu fort, même s'ils savent que je suis un peu iconoclaste. Alors, je vais faire 3 observations. La première, c'est que le cœur de notre sujet en assurance construction, c'est la distinction entre les modalités de réalisation de l'acte de construire et l'objet. Alors, pourquoi cette frontière est si essentielle et pourquoi elle a un intérêt pour nous ? Parce qu'il a été dit dans la loi Spinetta, dans l'article L243-8 et dans les clauses types, qu'en fait l'assureur n'a pas le droit de dire comment on construit. C'est le point de départ du raisonnement. L'assureur ne dispose d'aucun moyen juridique pour dire que tu dois construire de telle ou de telle façon. Néanmoins, les mêmes clauses types disent qu'il y a une limite à ce sujet,
puisqu'une clause est autorisée, c'est celle justement qui a trait aux techniques courantes. Autrement dit, la logique qui est au cœur du débat qu'on a entendu ce matin dans l'analyse technique de la QC, c'est bien celle-là. C'est que les techniques courantes, on ne peut pas toucher dedans. Par contre, les techniques non courantes, on a le droit de dire qu'elles ne sont pas dedans. Autrement dit, comment les assureurs disposent d'un pouvoir de discuter des modalités de réalisation de l'acte de construire, ce n'est pas la détermination de ce qui est ou n'est pas technique courante. C'est tout à fait normal, comprenez, parce que l'assureur assure un aléa technique. Alors l'aléa technique, c'est quelque chose qui doit être calculable pour un assureur. Comprenez, un assureur, il fait bien comme il veut. Et il a le droit d'ailleurs de vous dire, moi, je ne veux pas couvrir le projet. Enfin, je veux dire, c'est son droit. Hein. Il prend pas. Alors, il y a une nuance sur l'assurance décennale, parce qu'on a le droit d'aller voir le bureau central de tarification. Mais sous cette nuance près, ça reste un acte que les parties peuvent conclure. Donc, on va aller le voir. Et évidemment, tout le débat qui a été fait ce matin, c'est bien celui-là. C'est, vous savez, cette espèce de tableau avec 17 bulles et des croix, et au milieu, voilà, l'organisme de l'AQC par la C2P qui vous dit c'est bon, là c'était pas bon, mais si tu passes par la C2P, tu vas aller, c'est bon. Par contre, si tu étais bon, mais que la C2P a dit que c'est pas bon, tu vas partir chez les fous. Donc voilà, ces tableaux, c'était la partie droite de l'exposé, c'est l'orientation, ce qui est in, ce qui est out en matière de je peux ou pas limiter les modalités de construction. Pour comprendre pourquoi les assureurs sont réticents, parce que bien évidemment, à part la Mutuelle des architectes français, alors je parle en nom de Michel, mais en fait c'est une donnée objective du secteur, aucun assureur ne veut le faire. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on l'a fait, c'était à propos des panneaux photovoltaïques, et il y a 30 000 contentieux devant les juridictions. Parce que chaque assureur a plété son plafond de réassurance. Parce que les gens ont fait tellement n'importe quoi que c'est un céréal comme on n'en a pas goûté depuis très longtemps en matière constructive. Alors, vous comprenez que quand on vient leur dire, bah, tu vois, c'est un truc, ça sera un peu comme la RT, qu'on mettrait des panneaux photovoltaïques, mais pire surtout, on le ferait sur... T'es OK? Là, il dit, oui, alors on va peut-être regarder comment ça marche. On fait un bilan, un REX, et quand on est OK, nous, on y va aussi. Voilà. Donc c'est là le problème, c'est qu'évidemment, cette démarche est cohérente. Cette démarche est normale. Et évidemment, tout ce que vous avez dit depuis hier peut rassurer les assureurs. Les démarches de normalisation des procédés techniques, des produits, mais aussi la méthodologie de réalisation des travaux. Et il a été dit une chose évidente à travers tous les propos, c'est que plus on avance, et plus il faut être attentif aux modalités de mise en œuvre. Parce qu'en fait, on est sur l'atypisme. Et l'atypisme, ça conduit à une méthode observationnelle. Finalement, on n'est plus très loin des ouvrages d'art. Oui. En ouvrage d'art, des fois, on fait des trucs, par le calcul, on ne sait pas trop le faire, mais on sait que si on le fait comme il faudrait par le calcul, soit on aurait un tunnel d'environ 6 cm de diamètre, donc ça ne permet pas de passer les trains, soit on utilisera la moitié de la planète pour faire le tunnel en termes de ressources non renouvelables, donc ce n'est pas non plus la solution. Donc on se dit, bon, on va peut-être alléger la contrainte, mais on va bien regarder ce qui se passe. Vous voyez, c'est ce qu'on fait sur Notre-Dame. C'est hyper calpiné, c'est hyper processé, c'est hyper observé. Les arbres sont tous notés, on sait tous où ils vont aller, on sait tous comment on va les traiter. Et si ça ne répondait pas, il y aura une personne qui pourra dire « ce bois n'est pas bon au sciage, ce bois n'est pas bon au ressuyage, ce bois n'est pas bon en mise en œuvre, ce bois a bougé après mise en œuvre, avant l'achèvement de l'ouvrage ». Autrement dit, un processus de suivi de chantier hyper renforcé. Et si on écoute ce qui a été dit par mon confrère auquel j'adhère comme propos, que la DET est souvent le parent pauvre des chantiers, particulièrement en promotion, on ne peut que craindre que les promesses du PC et du DCE soient une désillusion en phase d'exécution. Et je vous rappelle que c'est bien ça l'enjeu. Et donc, évidemment, le PCM va devenir un acte de guerre. Parce que je ne modifierai pas le projet initial, dira l'architecte. Parce que ce que vous faites n'est pas conforme à la réglementation. Et vous comprenez qu'on va avoir un problème colossal. Parce que ça va être résiliation de marché, parce que ça va être arrêt du chantier, et que ces sujets-là existent déjà. Il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment sur le chantier des Jeux Olympiques.
Deuxième observation, au-delà des travaux de technique courante, l'assureur dispose d'un deuxième outil, et cet outil est presque plus fondamental que le premier, c'est la question de l'activité déclarée. C'est l'objet de la police. L'objet de la police, c'est quoi? C'est un assureur, il ne couvre pas in abstracto de la décennale. Ça ne marche pas comme ça. Il va dire, OK, toi, viens voir, OK, tu fais quoi? Oula, tu veux faire des murs en béton de paille de chez... Oula, oui, aïe, 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 aïe. Bon, explique-moi un petit peu ton parcours, on va regarder. Hein, mais dans mon esprit, c'est plutôt non. Hein. Et donc, il n'est pas complètement impossible qu'au bout de ce procédé, il donne l'activité, on va dire, maçonnerie traditionnelle, et qu'il enlève en disant, mais attention, moi, les bétons, machin, les ciments avec de l'herbe dedans, non, moi, tout ça, c'est niette, je ne prends pas. Voilà. Est-ce qu'il peut le faire ou pas? C'est ça la question. Est-ce que cette clause est valable ou est-ce que cette clause est nulle? Et on sait que la Cour de cassation dit qu'elle peut être valable. Voilà. La détermination dans l'objet d'un procédé technique exclusif d'un autre a été admis comme constitutif d'un élément déterminant l'objet. À propos de quoi? À propos de deux éléments. Un premier exemple qui est absolument dans le thème des procédés d'étanchéité. Elle a dit, dans le contrat, il était écrit que ça serait tel procédé d'étanchéité, et il en a utilisé un autre absolument équivalent sur le plan technique et sur le plan du coût, donc ce n'est pas un problème d'économie, rien de tout ça. Et la Cour de cassation valide les juges du fond en disant, du coup, la police ne peut pas s'appliquer parce que ce n'est pas le bon procédé technique. Alors pourquoi la Cour de cassation, finalement, accepte ça? Et parce que, et ça rejoint notre sujet, parce qu'elle dit, cette intervention, cette activité est déterminée par des compétences techniques, une spécificité toute particulière, de fait que maîtriser telle modalité de réalisation, ce n'est pas la même chose que maîtriser de telle autre façon. Autrement dit, quand on sélectionnera des entreprises pour faire les travaux, il faudra qu'elles soient couvertes pour les activités dont on parle. Et c'est une science délicate que d'apprécier cette couverture. Vous comprenez? Ce n'est pas complètement certain qu'on trouvera vraiment des entreprises couvertes par ces activités, en fait. Et j'irai même un peu plus loin, il faudrait que ça se passe bien sur les premiers dossiers qu'on va faire, parce que si ça ne se passe pas bien, autant vous dire que ce n'est pas demain la veille que les assureurs de responsabilité décennale délivreront des attestations pour ce type d'activité. Ce matin, on a eu un exposé hyper intéressant sur le pisé, ce n'est pas parce que moi j'ai une maison dans le coin, donc évidemment je comprends pourquoi il disait ça. Mais faire du pisé, ça ne s'improvise pas. Il l'a dit très clairement. Il a dit, un maçon, même très bon, qui vient faire du pisé et qui ne sait pas ce que c'est, il va flinguer l'ouvrage aussi vite qu'il... Alors, il croit bien faire, mais en fait, il va rater et il va détruire complètement l'ouvrage existant. C'est un peu ça l'idée, vous voyez? Alors, tout passe par le procédé de normalisation des règles. Là, je fais un petit focus là-dessus. Une règle de l'art, ça n'existe pas. Non. Je pèse mes mots, c'est un peu provoquant quand je vous dis ça. Mais une règle de l'art, c'est un constat statistique de ce qui est habituellement pratiqué pour réaliser telle opération. Et je reviens sur mon sujet. S'agissant des sujets qui nous intéressent, il n'y a plus de règles de l'art parce qu'on ne les connaît plus. Comprenez? Évidemment qu'on a fait des charpentes en bois vert, mais en fait, on ne sait plus. Il n'y a pas un mec qui l'a fait, et même son grand-père ne l'a pas fait, et même son arrière-grand-père ne l'a pas fait. Donc en fait, on n'a plus de compétences techniques, il n'y a donc plus de règles de l'art. On va les réinventer, on va les redécouvrir, parce qu'évidemment, il va falloir aller chercher dans les exemples historiques, dans l'observation du bâti ancien, pour comprendre comment on faisait. Et du coup, on va rétablir des règles de l'art, et ce processus est en cours. Et pour certaines questions, c'est déjà largement en cours. On a vu sur la paille, c'est pas d'hier qu'on a commencé à faire ça. Donc maintenant, on a une bonne expérience. Du coup, pour ces activités-là, et je reviens à mon sujet, sur la paille, avec, bon, peut-être pas un DTU, mais des règles professionnelles établies depuis plus de 10 ans, ça sera difficile pour qu'un assureur puisse dire que c'est une activité spécifique et inconnue d'eux, parce qu'il y a une sédimentation du comportement normalement attendu des réalisateurs d'ouvrages sur site. Et donc, s'ils la mettaient, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on pourrait la faire sauter assez rapidement. En revanche, pour d'autres sujets, on est un petit peu dans l'innovation, on est un peu dans l'entre-deux. Et de cet entre-deux, la seule démarche pour convaincre les assureurs de vous suivre, c'est de leur expliquer et de les faire participer au processus. Parce qu'on ne peut pas les contraindre de force de venir assurer ceci.
Seul le BCT le peut, mais je vous rappelle que le BCT ne donne que de la garantie décennale. Il ne donne pas la garantie décennale du sous-traitant, il ne donne pas les immatériels consécutifs, il ne donne pas la RC, il donne que la décennale. Et la décennale, ce n'est pas assez. Ça ne sera pas suffisant. Par ailleurs, il n'y aura pas de DO, en fait, quoi. Et par ailleurs, surtout, il n'y aura aucune TRC susceptible d'être mise en œuvre sur ces programmes-là. Et pourtant, on sait que c'est le nerf de la guerre. Alors j'en viens justement, et c'est la fin, je sais que je vais déborder, parce que j'ai 13 secondes de retard. Je vais finir là-dessus. En fait, l'assurance, c'est un processus de souscription. Et dans ce processus de souscription, on est tenu de bien déclarer le risque, autrement dit, de bien déclarer l'ouvrage qui va à vocation à être assuré. Autrement dit, pour le maître d'ouvrage, et je rejoins la question du programme, il ne s'agit pas d'édifier une maison individuelle, il s'agit d'édifier une maison individuelle à basse consommation, avec des procédés anciens, mais donc innovants. C'est toute la contradiction. Dans le risque apprécié par l'assureur, il y a bien cette deuxième dimension qui figure. Et évidemment, il va falloir accompagner le processus. On l'a vu, par la venue de contrôleurs techniques ou un processus de fabrication avec un organisme extérieur qui pourrait être l'ADEME, qui pourrait être un organisme professionnel lié au bois, qui pourrait être une structure qui vienne donner du confort à Notre-Dame. Je peux vous le dire parce que maintenant c'est fait. Depuis lundi, on a notifié la TRC. Il y a donc une TRC sur Notre-Dame. Si on a réussi à placer une TRC sur Notre-Dame, c'est évidemment parce que c'est Notre-Dame, mais aussi parce qu'on a montré comment et pourquoi on pouvait assurer sans un risque excessif un ouvrage qui pourtant est très curieux sur le plan technique par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. C'est cette démarche de souscription qui doit être mise en avant et dans lequel, évidemment, la maîtrise d'œuvre et d'autres bonhommes comme moi, on a nos rôles à jouer parce qu'on peut expliquer, on peut rassurer, on peut montrer comment on a fait de la prévention de risque. C'est bien ça l'objet. Deuxième observation, et ça sera la dernière. L'assurance, ce n'est pas simplement souscrire, c'est aussi déclarer le risque lorsqu'il s'aggrave en cours de construction. Et là-dessus, je vais être très précis. On a beaucoup parlé de variantes, on a beaucoup parlé de différences entre le DCE et les marchés conclus, tout comme on pourrait très bien considérer que l'absence de disposition ou de disponibilité d'un produit quelconque va conduire à modifier le projet d'origine. C'est là qu'il y a une science délicate. C'est que si on estime que ça vient déséquilibrer le risque tel qu'appréhendé au départ, par exemple, j'avais prévu du béton tout à fait classique et je vais basser en béton écologique avec l'insertion d'éléments, ou je vais utiliser des éléments de la déconstruction pour les intégrer dans mon projet, alors que ce n'était pas prévu au moment de la souscription, alors il faut faire une déclaration de risque en cours de chantier. Pour éviter que l'assureur, à terme, vienne vous dire vous avez aggravé la situation de sinistralité potentielle de cet ouvrage, je vais vous opposer une réduction proportionnelle à hauteur de cet écart. Et si l'écart est majeur, projet standard, projet innovant, projet RE en quelque sorte, alors vous comprenez bien que l'assureur serait en capacité de dire que la réduction proportionnelle est assez importante, voire quasiment totale. De ce que je viens de dire, quoi ? Les assureurs, tout comme les autres, tout comme le maître d'ouvrage, tout comme le fabricant, tout comme le maître d'œuvre, tout comme le réalisateur, puisqu'on doit parvenir ensemble à réussir ce pari audacieux qui est d'essayer de ne pas flinguer définitivement la planète en moins de 100 ans, il va bien falloir que tous décident de tirer dans un sens commun. Mais on a un outil pour ça. Et je termine là-dessus. L'ouvrage est un singulier. Et il est composé d'ouvrages, qui est un pluriel. Le travail qu'on doit faire, c'est de faire en sorte que le pluriel se réduise à une unité. Merci.